Je vous prie de nous excuser les problèmes techniques qu'on a eus, mais on va maintenant lancer le débat en vif. Et c'est mon très grand plaisir d'accueillir nos 4 intervenantes ce soir. Si vous me permettez, avant de commencer cette conversation, je souhaite présenter brièvement nos intervenantes. D'abord, je vais présenter nos invités antillaises. Marie-Josée Allier-Montieu est journaliste, chanteuse et écrivaine de grand renom, grand reporter. Elle a réalisé de nombreux reportages dans des situations souvent dangereuses, notamment au Brésil et en Jamaïque. Elle a été présentatrice du 20h en Martinique pendant longtemps et est devenue directrice des programmes délégués à la diversité à France Télévisions. Parmi ses publications les plus célèbres sont 2 romans. Le Convoi, ambienté dans l'Amazonie. Elle a été lauréatée en 2017 du prix Ivoire décerné à Abidjan pour Le Convoi. Et un deuxième roman qui est apparu juste avant le confinement et qui s'appelle Une semaine et un jour et qui voyage entre le Paris de l'après-Bataclan et celui de l'avant-révolution française. Bienvenue Marie-Jo. Merci Sinéad. Suzanne Dracius est née à Fort-de-France. Elle a passé son enfance en Martinique, puis à Sceaux, en région parisienne. Elle est poète, romancière et dramaturge. Son roman, L'autre qui danse, a été finaliste du prix du premier roman et ses œuvres sont publiées et en Europe et aux États-Unis et traduites en plusieurs langues. En 2010, Suzanne Dracius reçoit le prix de la Société des poètes français pour l'ensemble de son œuvre. Culture Sud, TV5 Monde souligne qu'elle est indéniablement l'une des plus grandes voix de la littérature des Antilles françaises. Bienvenue Suzanne. Merci. Merci. Et maintenant, je me tourne vers nos invités du Maghreb. Née au Maroc, Soumaya Naman Gessus est sociologue et professeure à l'université Hassan II à Casablanca. Elle est également chroniqueuse, écrivaine, consultante en développement humain et communication interpersonnelle. Auteure de plusieurs ouvrages et études, Naman Gessus brise les tabous les plus tenaces depuis les années 80. Défenseur des droits humains, elle est préoccupée également par la protection de mineurs, de l'assainissement de la relation homme-femme, des droits de la communauté marocaine à l'étranger et de la paix. Son ouvrage phare, Au-delà de toute pudeur, est un best-seller qui a été réédité des dizaines de fois. Elle a reçu de nombreux prix et sur la scène internationale, notamment en France, le prix de l'Académie française Arts, Sciences, Lettres en 2009. Elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République française en 2015. Bonsoir et bienvenue, Soumaya. Merci Sinéad. Fawzia Zouhari est écrivaine, essayiste et journaliste à Jeune Afrique. Elle est souvent invitée en tant que conférencière sur des sujets qui touchent le dialogue interculturel, l'image du monde arabo-musulman en Europe et la condition de la femme arabe. Fawzia Zouhari est également romancière, auteure, entre autres, de Ce pays dont je meurs, un roman traduit en allemand et en anglais et sélectionné pour le prix Europe. Et aussi de La Retournée, un roman qui a gagné le prix spécial de la francophonie. Son récit, Le corps de ma mère, a obtenu le prix des 5 continents et le Comar d'or du livre en Tunisie et a été sélectionné pour le prix Lagardère, l'Institut du monde arabe. Bonsoir Fawzia et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec une question tout simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire en français? Fawzia, je commence avec vous.
Ai-je vraiment choisi d'écrire en français ou est-ce que c'est le français qui m'a choisi? C'est une question que je me suis souvent, posée. En fait, je fais partie d'une famille, qui n'a jamais connu la langue française. J'ai, commencé à apprendre le français tard, enfin en 3e année d'école primaire et pour moi, le français, c'est une circonstance de l'histoire, hein, c'est la langue que nous a laissé la France et puis ça a été pour moi une opportunité d'aller plus loin. Je fais partie d'une génération où, dès que vous avez plus de diplômes en tant que femme, vous avez une chance de sortir à l'extérieur et de ne pas subir ce que votre mère, par exemple, en l'occurrence la mienne, a subi, c'est-à-dire la réclusion. Donc c'était une opportunité. C'était aussi un moment, une façon d'exprimer l'intime en moi, l'intime de la tribu, l'intime de la mère. Tout cela, c'est ce que j'ai cru au début. Donc c'était un moyen. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça, que la langue française était non seulement un pays pour moi, un ultime pays, que c'était aussi que j'étais venue pour elle. En fait, j'ai traversé les frontières, je suis partie en France, j'ai écrit en français, je ne savais pas, et puis un jour, je me suis dit, je suis venue pour elle. Et c'est devenu donc quelque chose qui n'est plus de l'ordre du choix, mais de l'ordre du fatum, en quelque sorte. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Voilà où j'en suis dans ce rapport avec la langue française. Et vous, Suzanne? Eh bien, martiniquaise, forcément, j'ai été scolarisée tout à fait normalement en français. D'abord dans ma petite île natale, la Martinique, puis ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis allée sur l'autre bord. Et bien sûr que la langue française a été quelque chose qui était normal. Mais je l'ai également choisi parce que, en fait, j'habite la langue française. J'y pénètre comme dans une habitation offerte. Et j'emploie exprès ce terme d'habitation parce que chez nous, aux Antilles, le mot habitation désigne la plantation esclavagiste, hein, pour dire tout ce qui est. Et en fait, d'où on peut marronner, c'est-à-dire d'où l'esclave peut s'enfuir, et d'où j'ai envie de m'enfuir. Mais ce qui est bien, c'est que la langue française me laisse un espace de liberté. Je peux y apporter mes petits plus, je peux y apporter le créole, Mhm. mes images créoles. Je me souviens que quand je faisais mes petites rédactions, quand j'étais à l'école, donc sur la terre de France, hein, dans le pays de la personne, comme on dit avec l'accent créole, eh bien, j'émaillais mes devoirs de français de toutes ces réalias, toutes ces réalités de chez moi. Ce qui fait que je me dis que je peux marronner, je peux m'échapper à ma guise de cette habitation. Donc pour moi, la langue française, c'est bien sûr une obligation, une chose qui était normale au départ, mais c'est devenu aussi un choix parce que c'est mon espace de liberté. Merci. Marie-Jo, vous chantez en anglais, vous chantez en créole. Oui, C'est quoi pour vous la langue j'écris, française? j'écris en français, Et oui. vous Bah, écrivez? Oui. je suis un peu comme Suzanne et à la fois comme Faouzia. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que c'est moi qui choisis la langue française. La langue française m'a peut-être choisi, en tout cas, c'est celle qu'on m'a imposée. Donc, c'était une langue de contrainte pour moi au départ. Dans la rue, on parlait un autre langage, le créole. Et puis, chez moi et à l'école, c'était le français. Et cette langue, je l'ai utilisée d'abord pour lui dire ma détestation de la langue française et ma détestation parce qu'elle représentait pour moi le colon, le dominateur. Et puis, le temps passant, j'ai apprivoisé cette colère qu'il y avait sans doute en moi et c'est passé par la langue parce que j'ai réalisé que finalement, la langue française, le terme qui me vient aujourd'hui dans ma relation avec la langue française, c'est le terme de générosité. Cette langue m'a donné beaucoup de choses. J'ai pris, j'ai pris, mais je lui donne aussi beaucoup de choses. Parce que, comme disait fort justement Suzanne, nous avons des images qui sont très particulières, nous avons un imaginaire qui est très particulier aux Antilles. Et cet imaginaire-là, je le restitue à la langue française. Je vais vous donner un exemple parce que j'aime bien être concrète, hein. Par exemple, le soleil ne se couche pas aux Antilles. On va dire que soleil là qu'a tombé en mer, ça veut dire que le soleil tombe dans la mer. Et pour moi, le soleil tombe dans la mer, le soleil tombe derrière les murs des HLM, le soleil
plonge dans la forêt, le soleil ne tombe jamais, en fait, de façon aussi abrupte. Tout le langage littéraire que j'ai engagé à partir de cette créolité qui est la mienne est venu, je dirais, pas enrichir, mais donner du vivant à la langue française. Donc la langue française, voilà, c'est pour ça que j'emploie le terme de générosité, parce que finalement, m'a beaucoup donné. Elle m'a ouvert l'esprit à des littératures et des concepts qui sont mon socle. Et puis, je lui donne beaucoup et comme dit Suzanne, je marronne dans la langue française et c'est avec un plaisir extraordinaire que mes images, mon imaginaire vient enrichir la langue française. Et Soumaya, le français pour vous, c'est quoi? Oui, permettez-moi d'abord de remercier toutes les parties qui ont organisé cette rencontre. Je suis vraiment particulièrement contente d'être parmi vous, de remercier également son Excellence l'ambassadeur du Maroc, M. Mraoui, grâce auquel je suis parmi vous aujourd'hui. Et je suis d'autant plus ravie puisque nous sommes le 25 novembre et c'est la journée de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Je ne sais pas si cette date a été choisie exprès ou alors c'est juste le hasard du calendrier. Alors, mon histoire avec la langue française est très particulière. C'est une histoire d'amour et de haine pour une raison très simple. Mon père est un des organisateurs de la résistance armée contre la colonisation française. Et je suis née donc dans les années après l'indépendance. Et la seule école qu'il y avait dans le quartier, c'était une école française. Et donc, mon père n'avait pas le choix. Lui qui a milité pour que nous retrouvons notre langue, l'identité, etc., il s'est retrouvé donc face à un dilemme. C'est soit scolariser ses deux filles, parce qu'il y a moi, il y a Samira, ma sœur aînée, dans l'école française, soit pas, parce que bon, nous étions loin du centre-ville, etc. Et donc, voilà, j'ai commencé ma scolarité, je l'ai terminée d'ailleurs, en langue française. Et ce qui était amusant, c'est que mon père nous interdisait de parler français à la maison. C'est-à-dire que quand il était là, on ne devait pas parler français. Il nous disait, bon, arabisé, arabe, arabisé. Et dès qu'on sentait qu'il n'était pas là, allez, on partait, parce qu'en fait, même si la langue mère, c'est l'arabe dialectal, c'est-à-dire nous avons appris à mettre des mots sur nos émotions, beaucoup plus en français que dans notre langue dialectale. Et j'ai vécu pendant longtemps, ce n'est pas un traumatisme, mais pendant longtemps, j'ai vécu ce frein de ne pas pouvoir dire les choses comme je le voulais, surtout quand on était à table et qu'on voulait plaisanter avec mes sœurs, mes frères, et il fallait switcher dans sa tête. Et pendant le temps où il fallait switcher du français à l'arabe, eh bien, je me disais, mais pourquoi on m'a mis dans cette école? Pourquoi cette langue me torture comme ça alors que j'ai envie de parler spontanément? Bon, ça a duré les 2 ou 3 premières années de ma vie. Et puis ensuite, bon, c'est imposé, on a pu parler. Jamais il nous a parlé en français. Mais en tout cas, ce que j'ai gagné de cette langue, j'ai gagné une double culture. J'ai gagné aussi étant enfant. J'ai été bercée par des contes français, par La Belle au bois dormant, par les contes de la comtesse de Ségur. J'ai beaucoup lu le Club des 5, c'est-à-dire que mes rêves, j'étais au Maroc, très enracinée dans mes racines, mais également j'ai eu cette chance d'avoir la tête ailleurs, de pouvoir rêver d'un autre monde. Et j'ai été bercée comme ça, avec Heina, c'est-à-dire des contes marocains, et en même temps des contes français. Et je trouve que ça a été pour moi, et ça l'est toujours, une expérience très enrichissante. On pourrait en parler tout à l'heure et je pourrais expliquer pourquoi je continue à écrire en français. Merci. Merci. Fawzia, est-ce que la langue française permet de franchir des espaces et d'aborder des sujets difficiles, voire tabous, qui seront impossibles à approcher dans votre langue maternelle? Laissez-moi d'abord admirer le parcours de Soumaya parce qu'elle a été dans ces deux mondes, alors que moi, c'était complètement cloisonné. C'est-à-dire que je ne lisais pas en français, j'avais un cours et je rentrais à la maison, c'était l'arabe, c'était le monde arabe. Je ne rêvais pas du tout de la France, c'était quelque chose de différent. On n'avait pas de livre à part le Coran à la maison. Et donc, c'est pour ça que je dis, je me suis fait au français, non pas en lisant, mais beaucoup, mais en lisant un seul roman. En l'occurrence, Madame Bovary, pendant 10 fois, 15 fois. C'est comme ça qu'on finit par écrire. Et non certes parce qu'on a beaucoup lu.
Donc, et la langue française, quand je faisais de belles dissertations, c'était sans doute pas pour être très bonne en français, c'était pour séduire mon professeur de français, c'est tout. Donc, vous voyez, j'avais d'autres choses que la France et la langue française. C'est pour ça que je vous ai dit, ma pensée n'était pas là. Et ça m'est tombé dessus. C'est ça le destin. Les langues vous tombent dessus à un moment ou à un autre et vous partez dedans. Donc, alors, est-ce que cette langue me permet de dire les choses et d'avancer? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que ça a commencé par mon corps. Au début, je croyais que je n'avais pas de corps en tant que fille, en fait, parce qu'il fallait absolument que le corps des filles n'existe pas. Et donc, à un moment, au lycée, j'ai commencé à le décrire membre par membre par la langue française. Et c'était ma façon d'accéder à un corps, en quelque sorte. Ça a commencé comme ça. Mon histoire avec la langue française, c'est de me retrouver un corps. Et puis après, de dire ce que je ne pouvais pas dire par ailleurs. De dire les choses qui font partie de l'intime. Et vous savez que les femmes dans le monde arabe, c'est l'intime par essence. Et vous voilà en train de dire quelque chose dans une langue qui n'est pas, on y reviendra, qui n'est pas la langue maternelle. Donc, vous êtes en train d'exposer le corps de votre mère, en quelque sorte, au regard étranger. Ça, c'est la frontière qu'on franchit. Ça, c'est la première chose avec laquelle on dit à la tribu, eh bien, je suis sortie. Et c'est bien parce qu'on sort, je ne parle même pas de cette frontière réelle, on sort de la frontière des langues et là, on est émancipé. Pendant très longtemps, j'ai pensé, mais là, c'était mon adolescence littéraire, que le français m'aiderait à tout dire. Maintenant, j'en suis revenue de cette conception. Je crois que quand on manie la langue arabe, je la manie, mais je ne l'écris pas en tant que romancière, eh bien, c'est peut-être ça, la vraie libération, la vraie émancipation, c'est d'écrire dans la langue sacrée qui est dite la langue maternelle et de dire les choses qui sont tabous. C'est peut-être ça la vraie révolution. Donc, j'ai dépassé cette façon de croire que le français me permet d'être libre en tant que femme. Non, il me permet d'être libre. Mais si je pouvais aussi le faire en arabe, dans cette langue, et me battre avec une langue qui est la langue du Coran, la langue de Dieu, et me mettre là-dedans, et qu'il y ait un duel là-dedans, c'est peut-être ça, l'émancipation suprême, en quelque sorte. Ça reste un défi pour moi. Est-ce que vous comptez écrire en arabe dans le futur, en tant que romancière? Alors, vous savez, beaucoup d'écrivains maghrébins sont arrivés à un moment ou à un autre à écrire en arabe tout d'un coup. Rachid Boujdra, c'était ça. Il a dit, voilà, maintenant c'est terminé avec le français. Mais là, il ne faut pas oublier, et là, c'est quelque chose, nous sommes dans une assemblée féminine. Et vous savez, quand les femmes parlent, elles renouvellent le regard sur le monde, elles renouvellent le langage et elles renouvellent l'approche des choses. Comme nous sommes en train, et vous verrez, on est en train même de changer l'approche à la francophonie, qui est restée trop masculine. Il y a un rapport au monde qui est nouveau. Et dans ce rapport-là, il faut tout changer, tout renouveler, pas faire un discours, mais établir un lien qui est, ça me rappelle un très beau titre d'une exposition qui a eu lieu au Maroc, et Soumaya peut-être l'a vu, qui s'appelle Un instant avant le monde. Et Un instant avant le monde, c'est ça notre rôle justement, c'est de parler un instant avant le monde et de tout redire à partir d'un point de vue nouveau. C'est excitant, c'est intéressant ça. Suzanne, oui. Qu'apporte l'approche féministe de cette langue au débat autour de la francophonie? Eh bien, en fait, bon, à mon avis, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des correspondances baudelairiennes. Et tout à l'heure, Soumaya soulignait que cette date du 25 novembre est également la date de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Or, parmi les violences faites aux femmes, ces violences sont soit contre le corps des femmes, et aussi, il y a plein d'autres violences plus psychologiques et même historiques à l'égard des femmes. Et je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, l'accession à la langue française permet d'aller sonder tout cela. Je suis en fait avec 4 continents et demi en moi. En fait, je suis, contrairement aux apparences,
typiquement martiniquaise. Et en plus, je dirais que je suis une Calazaza gréco-latine, puisque je suis foncièrement pétrie de cette culture gréco-latine, à l'instar de Césaire et Senghor, l'un des fondateurs de la francophonie. Je suis rejointe dans chaque instant de ma vie et chaque instant de mon corps par ces données-là. Mes ancêtres d'Afrique, venus ici, ont été déportés et leur corps même ne leur appartenait pas. En fait, ma théorie, c'est que l'intersectionnalité, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, je la subis de plein fouet, puisque c'est la double peine, la triple peine, la multiple peine. Quand on est une femme martiniquaise, d'une part, on est descendante de personnes esclavées, j'ai le droit de l'utiliser parce que Ronsard l'utilise, hein, esclavée, réduite en esclavage. D'autre part, on est aussi héritier de la bonne vieille Europe, avec les colons français blancs, ceux qu'on appelle les béquets, mais aussi, moi je vais plus loin, dans la bonne vieille Europe, je vois justement cet apanage que confère la culture grecque et la culture latine, et j'en nourris mon écriture. Alors donc pas seulement pimentée de créole, mais aussi d'autres éléments. Et c'est là que la francophonie, au sens fort, me réjouit, puisque j'ai également, parce que je vous ai annoncé 4 continents et demi, parce que j'ai également des ancêtres indiens de la véritable Inde, en plus des ancêtres amérindiens, on va dire, pour dire vite, les Caraïbes. Et puis, pour pimenter le tout, on est sur une terre de piment, une arrière-grand-mère chinoise. Ce qui fait que de toute manière, pour moi, c'est important qu'il y ait toute cette confluence. Et en tant que femme, bon, bien sûr, la double peine, elle est aussi la triple peine. Et personnellement, mais pas simplement personnellement, parce que justement, j'ai eu l'occasion de voir que finalement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ce cas et qui me disent que ce que j'écris leur permet de ne pas se sentir dingue, par exemple, c'est déjà pas mal. Eh bien, le sentiment qu'on a encore une multiple peine en tant que métisse, parce que l'on n'est ni tout noir, ni tout blanc, ni tout ceci, ni tout cela. Moi, j'ai résolu rapidement le problème grâce finalement à l'algèbre et à la syntaxe latine qui stipule que plusieurs négations se détruisent et créent une affirmation au monde. Et c'est comme ça que j'avance dans le monde, et depuis que je suis toute petite, parce qu'il y a là une nécessité vitale. Sinon, je serais un paillasson, parce que toutes les données, quand vous les regardez, de ce que je suis, tous ce sont des damnés de la terre à leur façon. Et si on ne considère que ces éléments, avec toute leur disparité, on est fichu. Le seul moyen, c'est de donner corps à tout ça, de donner corps. Je signale au passage que l'expression a pour moi son importance, puisque, et je l'ai lu sous la plume d'un béquet, d'un colon français blanc, donc c'est du bon français de France du 19e siècle, que signifie donner son corps à une personne? Eh bien, c'est donner la liberté à un esclave, l'émanciper. Et voilà comment je rejoins le féminisme, mais pas que le féminisme, la féminitude, qui est un mot que j'emprunte à Simone de Beauvoir, parce que elle l'emploie pour montrer que finalement, il y a peut-être des défauts qui ont été créés chez la femme, engendrés par la domination de la femme, par le patriarcat, etc. Mais que ça a finalement pu aussi générer des qualités intrinsèques à la qualité de femme, justement. Et c'est pourquoi je préfère parler de féminitude, qui est plus rimant avec plénitude, que de simple féminisme. Féminisme, oui, combat, oui, mais après, ne laissez personne vous gâcher le plaisir d'être femme. Et le français me permet aussi, bien sûr, comme on l'a suggéré tout à l'heure, d'abattre des tabous, parce que je peux lutter contre les mots qui, en créole, désignent, par exemple, le fait de faire l'amour, et qui sont tous issus du machisme le plus terrible, le plus tranchant, c'est le cas de le dire. Par exemple, vous avez coupé, hein, faire l'amour à une femme, c'est la couper, avec les images du couteau dont on sait à quel point il est phallique. Et puis, vous avez les mots qui désignent en créole le pénis, et qui sont le fer.
le fer qui veut dire aussi épée, justement, en ancien français, le cal de ceci, c'est dur, un cal, un durillon, et ainsi de suite. Et puis, vous avez finalement une possibilité de vous écarter de cela, même si beaucoup de gens n'utilisent le créole que pour dire des jurons et que pour considérer que faire l'amour, ça se dit faire mal élevé, vous avez le moyen de glisser des choses qui seront plus jolies. Par exemple, le sexe de la femme avec ce mot languette, que je trouve très joli, la languette, de ce petit sourire, le petit sourire vertical de la femme, hein, le clitoris, la languette, je trouve ça très mignon. Et donc, voilà, moi, je fais mon petit migan, ma petite sauce, j'écris à la sauce Molière, sauce chien. Voilà. Et Marie-Jo, est-ce que vous partagez l'idée de Suzanne là? Suzanne, elle est prolixe, donc elle est partie d'un point et puis elle s'est baladée dans le monde entier. Donc tout ce qu'elle a dit, je le prends, oui. Effectivement, je suis martiniquaise comme elle et on a grandi dans le même pays avec la même histoire, sinon le même imaginaire. Mais moi, ce que je constate, et quand vous posez cette question, je me la pose à moi-même. Je me dis, est-ce que la langue française m'a permis de franchir des espaces, d'aborder des sujets plus difficiles, voire tabous, voire impossibles, et je me rends compte d'une chose, c'est que j'écris en français, mais j'écris mes textes de mes chansons en créole. C'est-à-dire que ce qui part de mes sentiments profonds, et Suzanne a raison, la langue créole est une langue qui est, comme Césaire dit, il ne faut pas oublier que le créole, ce n'est jamais que le français, le vieux français, régurgité avec l'implacable phonétique des gosiers africains. Et donc, c'est une langue déjà, c'est une langue de synthèse qui s'appuie sur le français, qui après a été matinée d'anglais, parce qu'on a eu une histoire aussi avec les Anglais, parce qu'on a eu aussi une histoire avec les Vietnamiens, avec les Chinois, avec les Hindous. Donc, cette langue, c'est le résultat et c'est le mix de tout cela dans un monde dominé par les hommes. Donc, c'est vrai que, par exemple, les termes qui sont employés pour l'amour, pour la relation entre l'homme et la femme sont parfois extrêmement d'une grande violence. Et moi, je suis un peu comme Faouzia qui dit, en fait, tout bien réfléchi, il faut que j'arrive à passer la barrière et arriver à parler aux miens dans la langue qu'ils entendent et qu'ils comprennent en faisant tomber les tabous. Ça, c'est un combat sur lequel elle s'engage et qu'elle va gagner. Moi, j'ai fait l'inverse. En fait, j'ai commencé par dire toute la couleur de mes sentiments par le créole. Une chanson, c'est un texte, c'est aussi ça, c'est très important pour moi le texte dans une chanson. C'est court, c'est un message très court. Et les messages très courts sont des messages la plupart du temps qui sont à fleur de peau, en tout cas pour moi. Et j'ai vraiment mis toute la couleur de mes sentiments dans les textes créoles et de mes chansons. Mais lorsque mon rêve s'est réalisé et que j'ai enfin pris la plume pour écrire, je l'ai fait en français. Et je me suis donné si vous voulez, c'était un peu comme un viol, parce que écrire en créole et dire des choses, c'est comme chuchoter à l'oreille des miens, des choses qu'ils comprennent dans la langue qu'ils comprennent. Là, je parlais plus loin. Comment? C'était trop intime. C'était intime, donc je parlais aux miens, je leur chuchotais des choses à l'oreille qu'ils comprenaient, on se parlait, il y avait quelque chose d'intime. Et là, donner mon intimité, l'intimité de mon imaginaire au reste du monde à travers le français, il a fallu que je me viole un peu, que je me bouscule, que je me botte les fesses et que je dise vas-y, il faut que tu y ailles. Et on trouve le chemin. Donc, c'est un petit peu l'inverse, en fait. Le français ne m'a pas permis de dépasser les tabous que je mettais dans mon expression, dans ma propre langue. C'est plutôt l'inverse. Ma propre langue m'a aidé à décoincer les tabous que je pouvais mettre dans l'expression universelle quand je m'adressais aux autres. Donc, dans ce sens-là, on est… voilà. Et surtout, il y a une chose que je n'ai jamais oubliée, c'est que la langue française, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, on peut se comprendre et je pense qu'on en reparlera, mais le PEF, le Parlement européen, le Parlement des écrivaines francophones, c'est un endroit merveilleux où des femmes du monde entier apprennent à se rencontrer, apprennent à s'écouter et apprennent à refaire le monde à partir de leur espace
personnelles à chacune. Donc, c'est un endroit merveilleux. Mais il y a une phrase d'Édouard Glissant, qui est un philosophe martiniquais, un homme, mais qui me revient en permanence et qui est extrêmement importante pour moi, c'est « N'oublie jamais que je parle dans ta langue, mais que je t'entends dans mon langage. » Et mon langage, il est plein de mon histoire, de celle que je partage avec Toni Morrison, qui n'est pas francophone, que je partage avec la Jamaïque, que je partage avec la Réunion, que je partage avec la Louisiane, que toute cette histoire dont parlait Suzanne et qu'elle m'évite encore de remuer, mais toute cette histoire, nous la partageons, nous la portons en nous. Donc, c'est avec cette histoire-là et mon environnement que j'écoute ce que toi tu me diras en français, que j'entends ce que tu me diras en français. Donc, je t'entendrai avec mes émotions. Et il ne faut jamais que tu l'oublies. Alors, moi, je ne l'oublie pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on me parle en français, j'essaie de comprendre quel est le parcours de l'autre et quelle est l'émotion de l'autre. Cette langue, encore le terme de générosité, m'a donné une générosité au monde que je n'aurais peut-être pas eue. Merci. Soumaya? Oui, merci. Oui, pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. Je voulais juste continuer là en disant que le corps féminin dans l'espace irlandais a été assujetti à un contrôle et une domination, que ce soit par l'État, l'Église ou l'époux. Et aujourd'hui, les femmes irlandaises se sont libérées de ce joug. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Comment en est-il maintenant pour les femmes au Maroc? Je vais être indisciplinée. Je vais revenir vers la langue française, si vous permettez, puisque vous avez parlé de tabou. Je suis connue pour être l'écrivain briseuse de tabous. Et ma première enquête sur le terrain en tant que sociologue, je l'ai faite lorsque je préparais mon mémoire de maîtrise et où j'ai été enquêtée dans la région de Bjad, qui est dans une région rurale du centre du Maroc. Et je pensais que j'étais une femme très libre et libérée dans la parole. Et je suis arrivée donc pour faire une étude sur le sevrage en milieu traditionnel marocain. Et donc, je suis arrivée dans des demeures en pleine campagne où je me présentais pour dire, voilà, je voudrais avoir des informations pour écrire sur le sevrage, comment vous sevrez, les rituels du sevrage. Et j'ai été étonnée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les femmes sont d'une générosité extraordinaire avec les femmes. Il y a une solidarité extraordinaire. Dès lors qu'elles comprennent qu'elles devaient m'aider pour mes études, tous les foyers se sont ouverts à moi. On m'a reçue avec une chaleur extraordinaire, une générosité extraordinaire. Et je me suis rendu compte que la parole n'était pas muselée chez ces femmes qui étaient quasiment analphabètes. Je parle de 1983-1984. Et qui étaient capables de me parler de leur corps, de leur féminité, de leur intimité, de leur sexualité sans aucune gêne. Et moi qui revenais, l'étudiante qui revenait de Paris, qui me disait « Waouh, je suis très moderne, je suis libre et libérée dans ma pensée, dans mon expression », j'ai vraiment reçu la leçon de ma vie. Et donc, par la suite, j'ai été encouragée à faire cette étude sur la sexualité, qui est la première étude sur le terrain sur la sexualité, où j'ai encore été frappée aux portes des femmes marocaines qui m'ont ouvert leurs portes, leur intimité, mais sans la moindre gêne, et je me suis retrouvée avec une quantité d'informations relatives à la sexualité, au plaisir sexuel, à la relation du couple, et on est dans les années 80 où aucun support médiatique ne prononçait le mot sexualité en arabe. Et c'est là donc que le français m'a aidée, m'a sauvée, je dirais, où j'ai pu me cacher derrière la liberté que permet la langue française pour pouvoir produire cet ouvrage qui, donc au-delà de toute pudeur, qui est le best-seller marocain. Et j'ai pu, moi, je me suis vraiment, oui, merci, je me suis cachée derrière cette langue pour dire tout ce que je ne pouvais pas dire ni dans l'arabe dialectal qui était ma langue, ni dans l'arabe classique qui est la langue écrite. Et grâce donc à cette étude, les journalistes ont commencé à prononcer le mot sexualité en se cachant derrière moi, toujours en français au début.
en disant c'est elle, voilà ce qu'elle a dit sur la sexualité. Et c'est petit à petit que l'arabe est arrivé dans les journaux, surtout les journaux de gauche qui ont commencé et qui ont commencé à traduire et à parler de sexualité. Ma plus grande frayeur, le plus grand trac que j'ai ressenti dans ma vie, c'est quand on m'a appelé pour donner une conférence, présenter mon livre en arabe. Là, j'ai fait une insomnie de folie et c'est là où je suis vraiment arrivée avec un trac horrible parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a certains mots qui étaient déjà usés et usités dans la langue française. Le mot correspond bien sûr à toute une culture, à toute une mentalité qui l'exprime. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, on avait encore beaucoup de chemin. À date d'aujourd'hui, tout cela est dépassé. Les années 90, les langues se sont, fin des années 90, les langues se sont déliées. Il n'y a plus de sujet tabou aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de travail, le travail des féministes, la société civile, les droits de l'homme, etc. La volonté politique également, il ne faut pas le nier, et qui a fait qu'aujourd'hui, tous les sujets peuvent être abordés et les réseaux sociaux ont vraiment complètement libéré la parole. Maintenant, par rapport au corps, pourquoi je suis passée du corps à la parole? Parce que pour moi, le corps et la parole sont liés. Et c'est ce que disait Fawzia tout à l'heure, le corps et la parole. Quand on est capable de parler de son corps, de mettre des mots sur son intimité, on est capable d'enlever certaines enclaves, entre certaines entraves. Aujourd'hui, les femmes marocaines ont fait énormément, déployé énormément d'efforts pour justement se libérer. Et que ce soit à la campagne, nous sommes le tiers des Marocaines, des Marocains, donc des Marocains sont ruraux, ou alors qu'on soit en zone urbaine, la lutte des femmes et surtout des jeunes filles est une lutte vraiment au quotidien. Bon, des femmes comme moi, il y en a beaucoup au Maroc, mais je ne suis pas représentative de la femme marocaine. Par contre, le Maroc est une population très, très jeune. La majorité écrasante de la population a moins de 40 ans. Près de la moitié des Marocains, des Marocaines ont moins de 25 ans. Ce sont des jeunes qui sont connectés aujourd'hui. Ce sont des jeunes connectés. Les jeunes filles aujourd'hui sont vraiment performantes. Là où on les met, elles sont compétentes, mais elles sont aussi performantes. Parce qu'elles ont compris que si elles veulent véritablement leur émancipation, ça passe d'abord par l'autonomie financière. Qui dit l'autonomie financière dit la scolarité ou la qualification professionnelle. Et donc, dans tous les pays, on remarque ça. Dans les pays où la femme a été plus, si vous voulez, marginalisée, les femmes s'imposent beaucoup plus par leur esprit. Bon, c'est sûr que les mentalités ne changent pas aussi rapidement qu'on le veut et que les rêves des femmes sont beaucoup plus évolués que les rêves des hommes qui, eux, s'accrochent à des privilèges. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on peut rendre hommage non seulement à cette jeunesse, mais aux mères marocaines aussi, et parmi elles, une grande majorité analphabète, mais également, attention, aux pères marocains, parce que dans le tiers de la population qui habite la campagne, et c'est là où demeure le conservatisme, même quand vous êtes dans un endroit complètement enclavé en fin fond de la campagne, au sommet d'une montagne, c'est le père qui ramène sa fille à l'école lorsqu'elle a l'âge d'être scolarisée. Donc, il faudrait rendre hommage aux pères, aux mères, également à cette jeunesse qui, aujourd'hui, est en train réellement de se réapproprier son corps et qui s'impose, et une jeunesse dont on peut être fier. Donc, le futur ira mieux pour les jeunes. C'est sûr. Il y a beaucoup d'espoir. J'en suis convaincue. Oui. Ouais, mais il ne faut jamais oublier la petite phrase de Simone de Beauvoir quand elle dit qu'il ne faut jamais baisser les bras et que le combat il doit continuer en vigilance en permanence parce que n'importe quel événement politique, économique, religieux peut nous faire perdre tout ce qu'on a gagné. Donc, il faut rester vigilant. Moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on soit des combattantes vigilantes, l'arme au pied, non pas pour agresser, mais pour ne jamais perdre, ne jamais reculer et continuer à avancer. Excusez-moi, ça ne nous fera jamais perdre notre prise de conscience et notre engagement. Bien sûr. Fawzia, en Tunisie, les choses vont
mieux pour les femmes maintenant? Lesquelles des choses? Je suis désolée parce que j'avais des problèmes techniques, alors je n'ai pas tout entendu. Le futur des Alors, femmes. quelle chose? Le futur des femmes, l'émancipation de la femme, de la jeune femme tunisienne. Alors, écoutez, vous savez que la Tunisie, dans les pays du Maghreb, a été quand même l'un des premiers pays, avec, grâce à Bourguiba, avec le code du statut personnel, avoir révolutionné la condition des femmes dans le monde arabe d'une façon générale. En 1956, on avait déjà enlevé tout ce qui est de l'ordre du tutorat, de la polygamie, etc. Donc, c'était une vraie révolution. Et pendant 50 ans, ça n'a pas cessé d'être fortifié, d'avoir des lois de plus en plus pour les femmes. Pour le planning familial, nous sommes un des premiers pays au monde où Bourguiba avait institué le planning familial. Vraiment, nous étions dans un mode de libération et d'émancipation graduelle, mais importante. Avec la révolution, malheureusement, et vous avez remarqué que ce fameux printemps arabe n'aura pas été une révolution pour les femmes, mais souvent une révolution contre les femmes. Et c'est une façon de voir que la vraie révolution est le jour où le monde arabe aura une vraie révolution, ce sera une révolution féminine et une révolution sexuelle. Il ne faut pas se faire d'illusions, et une révolution laïque. Pour le moment, il y a malheureusement un retour des mentalités à ce qui s'est passé avant. On est dans une dynamique d'arrière-garde pendant laquelle, pendant des années, après la Révolution, on a discuté dans la Constitution et ailleurs s'il faut ou non revenir à la polygamie, s'il faut ou non rétablir le tutorat, etc. Et donc, ça me fait penser à une condition des femmes arabes, d'une façon générale, qui ressemble à une impasse. C'est-à-dire, depuis 14 siècles, l'histoire des femmes arabes, c'est sortir à la lumière, rentrer de nouveau. On nous sort, on nous rentre. Vous avez 1900, 1919, les femmes égyptiennes qui sortent pour la première fois dans la rue, elles manifestent pour la première fois de l'histoire de l'Égypte, en tout cas arabo-musulmane. Et puis tout d'un coup, voilà ce qui se passe maintenant en Égypte. Donc nous sommes dans une impasse. Et je pense, et c'est pour ça que je dis que la vraie révolution dans le monde arabe serait une révolution féministe, c'est-à-dire qui sortirait les femmes d'une façon pour toutes dans la cité, pour un rôle d'égalité avec les hommes. Et ce qui garantira sans doute tout ça, c'est la laïcité. Là, je ne veux pas vous entraîner dans un problème, une question qui est assez difficile, mais voilà en tout cas une langue qui charrie la laïcité, la langue française. Et moi, j'aime cette exception française qui est la laïcité. Et c'est dans cette exception française que j'écris. Et c'est en ça que mes écrits peuvent avoir un impact, peuvent avoir une lutte. Nous sommes, par exemple, en Tunisie, actuellement, les francophones, nous sommes des résistants. C'est en partie. J'ai plus de son, moi. Sont des laïcs qui, pour eux, ce sont des athées, hein, dans leur esprit. Ce sont des gens qui se sont retournés contre la patrie, et nous sommes tout le temps en train de dire non, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans une langue, nous défendons ces valeurs, et qui sont, qu'est-ce que vous voulez, les écoles où on enseigne le français, c'est comme ça. Eh bien, il y a des valeurs universelles qui y sont enseignées. Je voyais un journaliste dernièrement qui m'a dit, vous savez, il fait partie d'un tout petit village. Ce village a fourni le plus de soldats pour Daesh en Tunisie. Et il m'a dit, s'il y avait une école française, pas française, une école où on enseigne la langue française, il m'a dit, eh bien, on n'aurait pas été là. Parce que cette langue, elle véhicule ces valeurs-là. Et nous sommes là, c'est ça aussi notre lutte en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant qui est dans la résistance actuellement, et de plus en plus contre tout, contre la violence, contre le terrorisme, contre l'obscurantisme et contre l'islamisme. Et nous sommes là, et je crois que c'est une époque pour les femmes, en tout cas sur cette rive, qui est une époque très importante, où malheureusement, alors que nous avons cru après les indépendances que nous nous sommes libérés, eh bien, nous sommes de nouveau en train de lutter pour retrouver encore une place, et rien n'est garanti tant que la laïcité n'est pas garantie chez nous. C'est exact. Et parlez-moi du Parlement des femmes écrivaines. J'étais en train de me dire que
J'étais en train de me dire, en écoutant Fawzia, que c'est ça que le Parlement des écrivaines francophones, en Oui, tout cas à moi, m'apporte. C'est d'écouter Fawzia, de l'écouter avec son langage, de l'entendre avec oui, son langage et de m'enrichir de cette force-là. On n'a pas du tout, franchement, on a une conversation globale. On est 80, même beaucoup plus aujourd'hui. On vient de tous les continents. Vous pensez bien qu'entre l'évolution et la marche d'une femme canadienne et puis celle d'une femme qui est au Burkina Faso ou Fawzia ou Suzanne et moi qui différent. sommes aux Antilles, on n'est pas du tout dans le même, disons qu'on avance vers la même direction, on sait laquelle, mais le chemin n'est pas le même. Et moi, ce que j'ai appris en écoutant Fawzia, et quand je l'entends, je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr, mais qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir ce Parlement des écrivaines francophones. Mais oui, parce qu'en l'écoutant, je me dis, mais voilà, je suis en train d'apprendre, je suis en train de réapprendre à donner la valeur ajoutée à la langue française, à tout ce qu'elle peut donner, ce qu'elle a donné à Fawzia, ce que ça donne à Fawzia, ce qu'elle y met n'est pas ce que j'y mets, et justement ce qu'elle y met m'inonde d'une lumière qui est extrêmement importante pour moi et pour la parole dans le monde, en fait. Je me dis que si le monde ressemblait au Parlement des écrivaines francophones, on serait en paix, on irait vers la paix et on saurait s'entendre et s'écouter parce que ce n'est pas un espace d'ouverture, c'est un espace d'écoute. Et ça, c'est extrêmement important. Écouter, c'est commencer à comprendre, c'est commencer à partager, c'est commencer à s'aimer, vraiment. Alors, ce sont des paroles de 68 arbres, peut-être, mais je crois qu'il y avait quelque chose de bon en 68, c'est qu'on croyait à l'amour. merci, parce que je crois que Marie-Jo a très bien parlé justement de cette dynamique dans laquelle nous sommes dans le Parlement et de cette façon non seulement de résister, mais redéfinir les choses. Et je voudrais juste dire que, par exemple, dans le rapport à la francophonie, nous voulons changer le discours masculin. Un discours masculin pour qui la langue française reste la langue de la colonisation, un tribut de guerre, etc. Et nous voudrions pacifier les choses. Nous voudrions que cette langue soit la nôtre, c'est-à-dire dans cette démarche féminine. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut il faut renouveler le regard sur les discours et sur le monde. Et nous sommes en train de travailler sur quelque chose qui puisse redéfinir la francophonie au féminin, c'est-à-dire en faire notre propre affaire. Comme on peut dire, cet enfant est le mien, il n'est pas à quelqu'un d'autre. Eh bien, la langue française, elle est la nôtre. Et c'est tout. Et c'est dans cette démarche féminine qui est à la fois de tendresse utérine presque des choses et pacifique que nous sommes. Et d'ailleurs, l'une de nos devises, c'est que quand la guerre sera faite par les femmes, elle s'appellera la paix. Donc nous sommes, le Parlement, c'est ça. Oui, d'ailleurs, nous avions repris au Parlement des écrivaines francophones cette espèce de phrase d'Aristophane qui est extraite de l'Illustrata, qui est une vraie déclaration de paix en disant effectivement que c'est la guerre, mais les femmes du Parlement des écrivaines francophones ont organisé, d'ailleurs à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce que nous avons intitulé les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses? Et c'est vrai que les femmes qui écrivent, en fait, une femme qui écrit, c'est un oxymore vivant. C'est pas un zombie, mais c'est un oxymore qui se promène, puisque en fait, bien sûr que c'est un danger, mais justement, c'est parce qu'elle est un danger qu'elle est efficace, et c'est parce qu'elle est efficace qu'elle est un danger. Moi, j'aime bien que nous ayons cette espèce de chose bizarre qu'est le Parlement des écrivaines francophones, parce que normalement, ça ne devrait pas exister, puisqu'il ne devrait pas y avoir cette partition. Mais s'il y a cette partition, c'est parce que on nous a cantonnés dans quelque chose. Et il y a finalement une fierté à être tout ce qu'on n'a pas voulu que nous soyons. Parce que vous avez pu remarquer que dans toutes nos régions, que ce soit encore actuellement ou que ce soit à travers les siècles, quelle que soit la région d'où nous provenons, même le continent d'où nous provenons, il y a eu une constante. C'était l'interdiction pour les femmes d'aller à l'école, d'être instruites, et ce qui leur a permis donc de devenir des écrivaines, parce que forcément, c'est difficile d'écrire si on n'a pas appris à lire et à écrire.
Et vous avez remarqué que c'est la constante. Et c'est ça qui est parfaitement magique, merveilleux, et que nous avons peut-être réussi à faire flamboyer, j'espère. Enfin, nous arrivons en tout cas à donner de la voix. Et c'est important, parce que nous sommes toutes allées à l'école d'une manière ou d'une autre. Et ça, enfin, pour moi, c'est important de lutter contre. Et aujourd'hui, on est dans cette journée de violence, pardon, de lutte contre les violences faites aux femmes. Et parmi l'une des violences majeures, c'est ça, c'est interdire l'éducation, l'instruction, bloquer, punir et même parfois tuer, ou en tout cas mutiler les femmes pour les empêcher de devenir des femmes, parfois d'ailleurs aussi physiquement, avec des cas comme l'excision, la clitoridectomie, toutes ces violences qui sont encore aujourd'hui pratiquées et même couvertes et pas suffisamment combattues, et qui visent, sous couvert de les aider à devenir de vraies femmes ou des femmes respectées, qui visent à empêcher les filles de devenir des femmes. Et ça, c'est aussi, je crois, une des violences. Et c'est une violence pernicieuse. Et c'est contre ça que nous devons lutter aussi dans notre écriture, dans nos écritures diverses. Moi, je sais que j'ai le sentiment d'écrire au féminin pluriel. C'est-à-dire que j'écris pas que pour moi, parce que moi, personne n'a essayé de m'exciser, personne n'a essayé. Même je suis gauchère ambidextre, on a essayé à un moment de m'obliger à écrire de la main droite. Bon, c'est vrai, j'écris de la main droite, je suis ambidextre. Mais je reprends ma main gauche parce qu'il ne faut pas contrarier les gauchers, surtout quand ils sont volcaniques. Et là, on a essayé et on essaye encore de faire croire qu'il faut respecter des choses culturelles qui sont des mutilations, que ce soit des mutilations physiques, sexuelles, psychologiques, des manières d'amputer la femme. Par exemple, lui faire avoir honte de choses qui sont typiquement féminines. Je pense que nous avons un devoir total, effectivement, briseuse de tabous comme Soumaya, comme Faouzia, comme Marie-Josée dans une certaine mesure, etc. Je crois que ce n'est même pas une option. Ce n'est pas une option. C'est dans la féminitude. C'est inhérent à la féminitude. En plus, j'ai vraiment le sentiment, pour faire court, hein, que le monde marche sur la tête. Parce que nous avons empêché l'épanouissement de la femme. Voilà, en gros, hein, de ce que dit Suzanne, ce que je retiens, c'est que voilà, il est question d'empêcher que la femme s'épanouisse, comme si ça pouvait enrayer la marche du monde. Or, nous sommes assis sur un espace, l'univers, notre monde, qui a beaucoup parlé et qui parle beaucoup de son patrimoine. Moi, j'ai envie de parler du matrimoine. Parce que le matrimoine, c'est plus que des gestes, des traditions artisanales, culinaires, spirituelles, esthétiques, artistiques, musicales, éparpillées dans le monde. Pour moi, c'est aussi, en ce qui me concerne, hein, parce que je viens d'un espace qui est la plantation esclavagiste, c'est ce qui m'a insufflé une énergie particulière, celle les gestes de protection. Les gestes de protection des petits contre le viol des maîtres, contre parfois la haine de l'homme noir qui n'était pas le père. Parfois, nous avons eu ce geste-là ancestral, qui est un geste de protection, parce que nous étions dans une situation de non-lieu, de non-droit, de non-amour. Nous étions chosifiés. Donc, c'est extrêmement important de savoir que nous étions là pour essayer de faire en sorte de préparer les rêves pour nos enfants, d'éloigner les vents mauvais, lui donner la force de penser que la vie, qu'il était important, que cet enfant, cet être humain était important, inventer un futur, donner envie de vivre. Comme je disais, j'ai écrit une petite adresse là-dessus sur le site du PEF. Nous sommes la déesse aux 1000 bras. Moi, je porte ça en moi, et c'est ce que j'appelle le matrimoine immatériel. Ce matrimoine immatériel, nous le portons en nous. Alors, ce qui est important, c'est que ce matrimoine, il appartient au futur. Parce qu'en fait, il nous a permis une résilience créative, inventive, qui secoue le monde de nouvelles audaces, qui secoue le monde d'un nouveau langage. Alors, je dis que, bon, nous sommes des femmes, comme on dit en créole chez nous, Suzanne, femmes jock.
des femmes debout, des femmes de parole, avec des femmes de gestes sacrés, d'amour, de combat. Et le seul combat qui vaille, enfin pour moi, hein, est celui d'une humanité réconciliée. Et ça, nous pouvons le faire. C'est ce que nous, enfin, c'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est ce que nous avons posé au milieu de notre réunion du Parlement des écrivaines francophones. Voilà, c'est une humanité réconciliée. Bien sûr qu'elle sera réconciliée quand il n'y aura plus l'excision. Bien sûr qu'elle sera réconciliée lorsqu'on n'obligera plus les femmes à porter un voile pour se cacher. Bien sûr qu'elle sera réconciliée lorsque lorsque nous pourrons accéder à nos rêves. Si on a envie d'être président de la République ou le pape, il y a une papesse, hein, qu'on le fasse. Voilà, c'est ça. On sera réconcilié avec nous-mêmes et avec nos humanités, hommes et femmes. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui sont dans ce combat-là derrière nous. Il faudrait qu'ils soient un peu plus nombreux, mais en fait, on s'en fout. En fait, on se débrouille très bien entre nous. Là, on se bat. C'est bien que tu évoques les hommes, parce que moi, j'avouerais, même si c'est provocateur, que je suis plus proche d'un homme féministe qu'une de ces femmes qui éduquent ses filles dans la phallocratie. Parce qu'il y a des femmes qui ont une vision complètement archaïque de l'éducation et qui, par exemple, vont dire allez, rentrez vos filles, rentrez vos poulettes, je sors mes coques, les filles, attention. Et même aujourd'hui, par exemple, vous avez eu C'est un proverbe de chez nous, effectivement. Vous avez eu ce grand débat sur la tenue des filles, hein, la tenue des filles, en short ou pas en short, en mini-jupe ou pas en mini-jupe. En France, dans la douce France d'aujourd'hui, vous voyez, au XXIe siècle. Donc, il y a des pays où on est archaïque, mais en France, on a parfois des débats aussi archaïques que cela. Et là où c'est déplorable, mais plus qu'affligeant, moi j'en ai honte pour elles, c'est que vous avez parfois des femmes qui vont vous dire « Ah ouais, il faut quand même pas qu'elles mettent leur tété dehors, qu'elles mettent leurs fesses dehors, qu'elles mettent ceci, cela. » Mais qu'est-ce que ça peut faire? Elles n'ont pas encore compris que la saleté, elle n'est pas dans le comportement de ces filles, elle est dans le regard qui est posé sur elles. Parce qu'on peut regarder aussi un corps et des éléments uniquement sur le plan esthétique. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite une certaine concupiscence à l'égard de ce qui se présente à vous. Je suis pas dans le corps des hommes, donc je ne sais pas comment ils fonctionnent avec leur machine. Là. Non, mais, ça c'est leur problème. Ce que je sais, c'est que je veux ma liberté. Bon, ça c'est leur problème, mais c'est une autre question. Ce qui se passe dans le corps des hommes, dans la tête des hommes, leurs érections ou pas érections. Ce qui importe surtout, c'est que les femmes, puisque nous parlions justement de cette transmission, tu parlais de transmission de rêve, mais parfois c'est une transmission de cauchemar que font les mères, une transmission de cauchemar, c'est-à-dire en inculquant à leurs filles la conviction que si elles ne se plient pas dans un moule, de s'habiller comme ci, de se voiler comme ça, de se comporter comme ça, de se couvrir le corps, eh bien, elles ne seront pas de vraies femmes ou elles seront de mauvaises femmes. Et ça, aujourd'hui, encore, sous à peu près toutes les latitudes, c'est un discours qui peut être retrouvé. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup à faire quand on a réussi à être une femme, entre guillemets, intellectuelle, éduquée, comme ils aiment bien dire aux États-Unis, une professionnelle, et pas justement au sens péjoratif du français, la langue française, qui dit une professionnelle pour désigner une prostituée. Hein. Là, aux États-Unis, une professionnelle, c'est une femme au contraire qui s'est accomplie, qui a fait des études, qui a parfois un bon métier, etc. En tout cas, qui s'assume. Et ça, il y a encore beaucoup à faire dans l'éducation pour cela. Parce que c'est élémentaire. On pourra toujours impliquer les gens dans des lois, mais si l'éducation n'est pas là, s'il n'y a pas une pédagogie, ça ne servira jamais à rien. On peut punir par des lois, mais le mieux, c'est de convaincre, de persuader. C'est sûr. Soumaya, on va bientôt conclure, mais je voulais poser la question à vous et à toutes nos intervenantes. Quels sont vos espoirs pour les femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui? Les espoirs. Les jeunes femmes de la francophonie. Oui. C'est d'abord la scolarité. Donner le maximum de chances de réussite aux femmes pour qu'elles soient d'abord scolarisées, pour qu'elles aient des qualifications professionnelles avec la formation initiale,
pour qu'elles aient des loisirs sains et constructifs, encourager l'étude des langues, l'apprentissage des langues, puisque, par exemple, au Maroc, vous avez jusqu'à il y a à peu près une quinzaine d'années, on se rend compte que la maîtrise de la langue française devient de plus en plus faible, au point où moi, à l'université, j'enseigne en français, et là, je suis pratiquement, j'utilise pratiquement le français dans chaque cours, l'arabe, pardon, dans chaque cours pour que mes étudiants puissent me comprendre correctement. Donc, je déplore un fait, c'est que la francophonie, à un moment, était très active dans les pays. Bon, un pays comme le Maroc, il y avait énormément d'interventions pour la francophonie. Il y avait également des budgets qui étaient là pour encourager l'apprentissage de la langue française et pour que la langue française au sein de ce pays où elle est très, très parlée, qu'elle perdure. Et je peux vous dire que aujourd'hui, vous viendrez par exemple à Casablanca, c'est très rare d'entendre quelqu'un prononcer une phrase en arabe sans mettre 1, 2, 3 ou 4 mots en français. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire pour expliquer le comment du pourquoi, ce n'est pas du tout notre objectif, mais je retiens, moi, la fille de l'ancien résistant qui ne voulait pas qu'on parle français à la maison, je retiens le fait que chaque langue est une richesse, une ouverture sur le monde, une ouverture sur une autre civilisation qui peut donner énormément de chance, même dans l'émancipation féminine, parce qu'elle permet d'avoir des éléments de comparaison, elle permet de comprendre certaines sociétés un petit peu plus avancées que la nôtre. On se voit un petit peu dans le miroir de ces sociétés pour se dire on n'est pas très loin en termes de mentalité, on n'est pas très loin en termes d'avancement des femmes, malgré les apparences qui peuvent être vraiment trompeuses pour un visiteur marocain qui ne parle pas la langue, qui ne va pas dans les familles, qui ne fait pas d'études réellement scientifiques ou sociologiques. On peut avoir cette idée parfois un petit peu faussée de se dire on est dans un pays où la femme vit une situation précaire, etc., parce qu'on va voir des foulards dans la rue. Et ce que je peux vous dire, c'est que même les femmes, je ne défends absolument pas le foulard, mais même les femmes qui portent le foulard, ce sont des féministes et au quotidien, elles contribuent à faire avancer les choses parce qu'elles vont refuser de servir le mari, de se soumettre au mari. Elles vont donc, même ces femmes-là, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il y a une marche en avant, effectivement. Et le fait de maîtriser une langue permet de se projeter 2 décennies. Moi, je dis, nous sommes à 1 ou 2 décennies, la société française par rapport à la société marocaine. Nous avançons très, 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 très vite. Et la francophonie, malheureusement, depuis quelques 2 décennies, on n'en entend plus parler comme il y a quelque temps. Et j'aimerais vraiment retrouver un petit peu les manifestations qui sont relatives à cette langue, encourager l'apprentissage de cette langue, même si au niveau de la réforme de l'enseignement marocain, on a compris que restreindre une population à une langue, c'est l'appauvrir. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. À l'ère d'Internet, de la connexion, on ne peut pas se permettre de priver une population ou une jeunesse d'une autre langue. Donc, vive la francophonie, mais sans perdre son identité et sans perdre sa langue maternelle, bien sûr. Voilà. Et je pourrais justement vous consoler un petit peu en rappelant qu'il y a une étude, il y a des chercheurs très sérieux, et pas français, américains, ça a son importance, qui affirment qu'en 2050, le français va devancer l'anglais et le mandarin et sera la langue la plus parlée dans le monde. Grâce à qui? Grâce aux Africains francophones. Vous savez que l'Afrique est un pays où il y a une population… Un continent. Est un continent. Mais en fait, c'est presque la même chose puisque le partage de l'Afrique a été complètement, alors on ne va pas refaire l'histoire, mais a été complètement artificiel. Hein, et que bon, toute l'Afrique subsaharienne a été, vous savez, avec cette réunion de je ne sais plus où, de Berlin ou en Belgique, je ne me rappelle plus, enfin il y a eu tout. Bon. Je ne suis pas prof d'histoire, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'Afrique a été artificiellement découpée, d'où tous les problèmes qu'il y a là-bas, la plupart de ces problèmes. Revenons à ce que je disais. Je disais que ce qui est important, c'est que la langue française va dépasser l'anglais
et le mandarin. Et ça, c'est extrêmement important que ce soit grâce à cette population africaine, subsaharienne, massive, qui aujourd'hui d'ailleurs résiste beaucoup à cette affaire de coronavirus et qui donc n'est pas prêt d'avoir une démographie descendante, et au contraire. Et là, je suis désolée de devoir me consoler avec cela, mais en même temps, avec cela, c'est-à-dire que c'est pas ça, c'est pas une façon comment dirais-je, de s'enorgueillir. C'est simplement que c'est une réalité avec laquelle il va falloir compter, y compris y compris dans les modes de pensée, dans les modes de se penser à l'intérieur de la langue française et avec, effectivement les comportements, hommes-femmes et cetera qui vont forcément, évoluer grâce à l'intérieur de la pensée. Quand on est à l'intérieur d'une pensée où il y a la laïcité, où il y a ces évolutions, on est forcément initié et pas forcément initié à des pratiques et des traditions qui sont mutilantes, qui sont de domination toujours de l'homme sur l'homme et de l'homme sur la femme, parce que en fait c'est le même problème, vous ne l'ignorez pas. C'est toujours une histoire de domination. En tout cas, je crois que le triptyque de liberté, d'égalité et de fraternité, nous en sommes les gardiennes, même si parfois on a le sentiment d'habiter un pays qui n'a pas encore bien réalisé son rêve. Mais on va l'aider, on va aider le monde, on a envie d'aider le monde à réaliser ce rêve de liberté, d'égalité, de fraternité. Nous allons Pour moi, passer c'est ça aux la questions francophonie du aussi. public, s'il vous plaît. Fazia, je vous laisse la parole. Je dirais oser le féminisme, tout simplement, parce que ça a l'air d'être ringard maintenant. Il faut absolument rentrer de nouveau dans une période de féminisme. Je dirais aux femmes de ma région, surtout, ne prenez pas des signes de suggestion pour des signes de liberté. Et ça, c'est une allusion, bien sûr, au voile. N'écoutez pas des discours qu'on vous dit divins alors que c'est une interprétation masculine. Sortez de l'aliénation religieuse et surtout ne tombez pas dans le piège quand on vous dit vous représentez l'identité arabo-musulmane. Non, vous êtes d'abord des individus, vous êtes des femmes, vous êtes des citoyennes avant d'être des croyantes et vous êtes là pour faire le monde avec les hommes. Voilà ce que je dirais aux femmes de mon pays et de la région dans laquelle je suis. Et bien sûr, apprenez la langue française, bien entendu, ça va de soi. Merci. Une dernière question aux écrivaines avant de passer aux questions du public. Pardon? Une dernière question aux écrivaines avant de passer aux questions du public. Très bien, le temps passe et on a très peu de temps qui reste. Donc, une dernière question, ce serait peut-être, vous êtes des écrivaines engagées. Vous écrivez des articles, vous donnez des conférences. Est-ce que des fois vous sentez que c'est dangereux pour vous, que ça vous fait souffrir? Est-ce que c'est vraiment un défi d'être une femme intellectuelle francophone qui pousse les frontières? Bien entendu, moi je dirais bien entendu. Bien entendu, le statut même de l'écrivain en soi, par exemple dans la région arabe, est un statut qui devrait être interdit, puisque en fait nous avons un livre saint dont l'auteur suprême est Dieu. Nous avons une langue arabe qui est une langue censée être inévitable. À partir du moment où vous prétendez non seulement écrire, mais devenir auteur, vous ne pouvez être que écrivain de seconde catégorie. Et voilà qu'on veut créer, en plus, on veut créer des romans. Or, seul Dieu peut créer des récits. Moi, je suis d'une tradition dans laquelle, a priori, l'écriture est quelque chose de difficile. Et nous avons fait d'ailleurs au Parlement donc cette séance qui était extraordinaire et qui s'appelait Les écrivaines sont-elles des femmes dangereuses? Effectivement, on a toutes dit que, effectivement, bien sûr que c'est dangereux, bien sûr que pour nos sociétés, c'est une parole nouvelle, une parole
contestatrice, une parole qui sort du silence, qui revendique un autre monde, et ça ne peut être que déstabilisant pour les hommes d'une façon générale. Nous voulons notre partie, notre part du monde. Nous voulons un regard sur le monde et nous écrivons pour ça. Et il y a de la concurrence, c'est comme ça, et on va voir. Marie-Jo, elle en parlera mieux que moi. Non, mais je voulais dire que ce qu'on avait fait, ce procès des femmes écrivaines, les femmes écrivaines sont-elles dangereuses? En fait, on était toutes d'accord pour dire oui, accusés, levez-vous, vous êtes coupables? Oui, nous sommes des femmes dangereuses. Et c'est quoi le verdict? Le verdict, c'est l'acquittement. L'acquittement parce que le monde a besoin de notre dangerosité. Voilà, donc c'est pour ça que je termine avec ce que disait Faouzia. Je crois que ce qu'on a à dire aux femmes aujourd'hui, c'est de dire oui, soyez dangereuses. Parce que de toute façon, écrire, c'est choisir. Écrire de façon militante, c'est choisir. Quand on choisit, on se met en danger. On se met en danger parce qu'on est sûr de contrarier un maximum de gens, on est sûr de contrarier des gens qui pensent que le cours de l'histoire, c'est eux qui doivent le faire et qui doivent le faire à leur manière, et que nos voix ne doivent pas être audibles parce que c'est déjà assez compliqué comme ça de gérer ce monde-là. Si les femmes s'en mêlent, mais alors où on va? Donc, c'est dangereux parce qu'on se met en danger d'être agressé. Alors, bon, je ne suis pas dans un pays où on peut se faire ouvrir la gorge parce qu'on a écrit des choses et qu'on a dit des choses, mais il y a une manière d'être au monde lorsqu'on est écrivaine qui est, on se met en danger parce qu'on est dans l'intime, on est dans l'imaginaire et on ose. Il faut oser. Et cette audace-là se paye. Moi, d'une certaine façon, en tant que journaliste, je l'ai payé tout au long de ma vie parce que j'ai fait des choix qui étaient des choix qui n'allaient pas dans le sens du poil. Et je l'ai payé tout au long de ma vie, mais je suis fière de ce que ça m'a coûté. Je suis très fière de ce que ça m'a coûté. Si je prends l'addition, et je prends l'ardoise et que je fais l'addition, c'est des plus. Tout ce que j'ai eu en moins devient un plus. Et c'est ce plus là que j'ai envie de partager avec toutes les femmes. Oui, oui, moi je ne suis pas d'accord avec Faouzia quand vous dites que bon, il y a le Coran, c'est lui qui doit être écrit, etc. À travers l'histoire, nous avons eu des femmes qui ont écrit. Si on n'a pas eu une grande production féminine, c'est que les femmes, on les mariait à 8, 9, 10 ans, elles n'étaient jamais scolarisées. Dans une famille, on pouvait scolariser un enfant ou pas, mais en tout cas, la priorité de scolarisation était donnée aux femmes. Les femmes comptaient. Les femmes sont détentrices de comptes, de tout un patrimoine, d'une richesse extraordinaire dans toutes les cultures. Elles ont transmis de bouche à oreille pendant que certains hommes ont eu la chance d'avoir été scolarisés, d'avoir pu écrire. Maintenant, par rapport au Coran, pendant des siècles et des siècles, on a exclu les femmes de tout ce qui était lecture ou relecture du Coran, alors que du temps du prophète, l'épouse du prophète Aïcha, et après le décès du prophète, il y avait des femmes qui étaient capables, à qui on permettait, qui se donnaient en tout cas la liberté de discuter de la chose religieuse. Et pendant des siècles, les femmes en ont été exclues. Et en tout cas, au Maroc, la première femme à avoir écrit en français et exploité, entre guillemets, le texte religieux, le Coran, et les hadiths, les dires du prophète, ça a été Fatima al-Mardissi, Allah yarhamha, qui a été une sociologue de très grande renommée, qui est décédée il y a moins d'une dizaine d'années. Et donc, elle a eu ce courage d'oser prendre le texte religieux, faire une lecture, puisque bon, le Coran, comme la Bible, comme tout texte religieux, il y a une latitude qui peut prêter à interprétation, et elle a interprété de la manière avec laquelle des femmes peuvent interpréter, tout en restant dans l'orthodoxie du texte. Un exemple très simple, par exemple, dans le Coran, tout le monde pense que l'islam, le Coran a imposer la polygamie. Le Coran dit il vous est permis d'avoir jusqu'à 4 femmes sans plus, alors que quand le Coran est arrivé, un homme pouvait avoir 1000 femmes s'il pouvait. Alors il dit mais attention, il faut être équitable. Et après il dit vous ne pouvez pas être équitable même si vous le souhaitez. Et donc une femme qui va interpréter ce texte, bien sûr, elle va s'intéresser en disant Dieu dans le Coran dit vous ne pouvez pas, combien même vous le souhaitez. Ce que je cherche à vous dire par là, c'est que la condition féminine telle que nous la vivons aujourd'hui dans les pays musulmans tient aussi du fait que pendant des siècles, on a complètement écarté les femmes parce qu'elles n'avaient pas les outils, parce qu'on ne voulait pas non plus. Aujourd'hui, alors que les femmes sont de plus en plus scolarisées, alors qu'elles-mêmes sont devenues des morshidat, c'est le cas du Maroc, nous avons les ulama, donc les exégètes, les hommes
les ulama, le religieux homme. Nous avons aujourd'hui nos femmes religieuses, donc elles ont accès au texte. Maintenant, pour répondre directement à la question, est-ce qu'il y a une souffrance? Moi, en tant qu'auteur, qui a été vraiment très, très osé, je me suis vraiment, j'ai attaqué à des sujets vraiment très, très sensibles. Je vous assure que je n'ai jamais senti ma nature féminine entrer en jeu. À aucun moment, je n'ai senti que j'ai été attaquée. Je ne me suis jamais sentie gênée dans le fait d'être une femme écrivaine. Mais par contre, l'autre souffrance quand on écrit, c'est que c'est une intimité. Vous publiez votre intimité et vous donnez donc la possibilité au public de discuter, de vous attaquer ou pas, de vous faire des éloges ou pas. Et c'est cet aspect-là qui peut être un petit peu dérangeant au début quand on se met à écrire, surtout sur des sujets, et je vais terminer brièvement. Je raconte une petite anecdote. Quand le livre est sorti Au-delà de toute pudeur, donc la sexualité des femmes marocaines, publié en 87, lorsque l'éditeur m'a ramené le livre, il était blanc écrit en rouge. Déjà la symbolique des couleurs. J'ai pris le livre et je me suis dit, mince, tout le monde va savoir ce que je pense. Je viens de rendre public ma plus profonde intimité. Je n'ai pas quitté la maison pendant 4 jours. Et le bout de 5e jour, mon mari me dit, écoute, tu as écrit, ton livre est en librairie, tu prends ton courage à deux mains, tu t'assumes. Et il m'a pratiquement poussé vers la sortie pour me dire, sors t'assumer. Et ça, c'est un petit peu le côté dont on peut souffrir. Il y a aussi, c'est pour une réponse à une question qui a été posée pendant que nous débattions. Il faut pouvoir dépasser cette gêne qu'on peut avoir en se disant, mes idées ne sont pas là, elles sont publiques, tout le monde va savoir ce que je pose. Donc, on s'expose. Mais c'est un choix. On fait le choix. Quand on ose, on risque. D'un autre côté, on dit bien que qui ne risque rien n'a rien. Et il faut pouvoir dépasser, voilà, le fait de se dire cette petite peur, une petite peur qui peut arriver du fait de se dire tout le monde va savoir ce qu'il y a là-dedans et tout le monde donc peut discuter ce qu'il y a là-dedans. Donc, parfois, on a l'impression que c'est notre décence qu'on a étalée sur la sphère publique. Mais bon, il y a tellement d'autres avantages, y compris le plaisir de se dire j'ai contribué à sensibiliser, j'ai contribué à dénoncer, j'ai contribué à faire avancer les lois ou pas. Mais en tout cas, j'ai contribué à marquer mon passage sur Terre en publiant mes idées, en les rendant publiques. Juste un petit mot, je voudrais, avant que Faouzia, je pense que Faouzia voudra répondre, mais franchement, je suis d'accord avec Faouzia pour dire que la laïcité, c'est la voie qui va nous aider de façon la plus rapide possible, parce qu'il n'y a pas un texte religieux dans aucune religion qui dise que les femmes peuvent prendre plusieurs mecs. Ça existe, ça? Non, Oui, ça devrait exister. Au nom de l'égalité, oui, moi, dans mes bouquins, il existe dans mes bouquins des femmes qui sont extrêmement libres et qui décident que, écoutez, un homme ne leur suffit pas, mais plusieurs, ça irait très bien. Donc, je veux dire, la liberté, elle est là aussi. C'est-à-dire que les textes religieux ont été faits, et là, on va rentrer dans un débat terrible, on va se faire tuer, ont été écrits par des hommes à des époques très particulières. Et donc, ça aussi, on a quelque chose. Moi, prendre le Coran et puis le réécrire comme a fait cette merveilleuse écrivaine, ou reprendre la Bible et puis décider que Ève ne vient pas de la côte d'Adam, franchement, c'est à la base qu'il faut reprendre le discours. Non, mais Marie-Jo, oui, Marie-Jo, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de l'exégèse religieuse. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en littérature. Alors, nous sommes dans le roman, nous sommes dans le récit. Et moi, l'exégèse coranique, etc., ce qu'on a dit, comment les femmes ont interprété, nous ne sommes pas. Ça, c'est un côté de sociologue, d'islamologue, que je respecte parfaitement. Je suis désolée, on y est. Nous ne sommes pas là-dedans. On ne peut pas faire fi. Il nous commande, on ne peut pas faire fi. Je suis désolée. On ne peut pas décider d'enlever un support d'une culture, d'une croyance, d'une population. On n'enlève pas ce moyen. Les mentalités sont construites par ces repères. Qu'on soit laïque ou pas, on ne peut pas faire fi dans l'analyse de ces textes. Qu'on soit croyant, laïque, peu importe, ou pas. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. C'est dans le débat.
C'est dans le débat. Alors, le attendez. débat est là parce que vous avez dit qu'on n'a pas le droit d'écrire. Il n'y a que le Dieu qui a le droit d'écrire. Je suis désolée. Le débat, il est là. Il est là. On n'a jamais interdit dans un pays, quel qu'il soit, à la femme d'écrire, qu'il soit chrétien, bouddhiste. Mais elle n'a pas dit ça. Vous avez dit. Fauzia, je suis désolée, Fauzia. Vous avez dit on n'a pas le droit d'écrire. On le voit même parce que c'est Dieu qui écrit. Calmez-vous, lisez mon dernier livre. Lisez mon livre qui s'appelle Molière et Scheherazade. Oui, et dans lequel j'explique avec plaisir. de façon littéraire. Oui. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas lu votre livre. Aujourd'hui, je discute selon les propos que vous avez tenus, tout simplement. Non, je n'ai pas dit ça. On n'a pas entendu libre à vous d'interpréter. Mais franchement, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Parce que là, je parle en tant que la notion d'auteur, la notion de livre par rapport à un écrivain. Donc, je ne suis pas du tout dans l'exégèse. Je n'ai jamais dit que les femmes n'écrivaient pas, ont été interdites d'écrire. Non, je me situe sur un autre plan. Les filles, je crois, savent très bien d'où je parle. Et je parle vraiment dans la littérature et dans ces textes et dans le danger du roman. Dans le danger même, vous savez, écrire, parfois, on n'est pas obligé de publier. Mais écrire est une aventure en soi qui nous met à nu vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, on n'a même pas besoin de l'épreuve du public. Le roman et surtout la fiction est quelque chose de très dangereux parce qu'elle invente quelque chose qui n'est pas de l'ordre du connu. Et quand les femmes l'inventent, c'est encore plus dangereux. C'est dans ce sens-là que je dis. Mais j'évite alors là toute discussion sur, je ne veux pas rentrer là-dedans, Soumaïa, on pourra en parler une autre fois sur l'exégèse. Il y a de vraies écoles d'exégèse, dont les femmes d'ailleurs sont très très nombreuses, hein, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, mais ce n'est pas ça. Voilà, excuse-moi, Soumaïa, je t'ai pris la parole. Je crois que sur le fond, Soumaïa, nous sommes d'accord en fait. Moi, ce que j'entends de ce que vous dites, ce que j'entends de votre langage, c'est que nous sommes d'accord en fait. Voilà. Et ça mériterait qu'on aille dans une discussion plus loin au Parlement, mais nous sommes d'accord. Sauf que là, je n'étais pas dans l'exégèse. Vous avez tout à l'heure parlé de l'exégèse religieuse. Et il y a un contresens, puisque vous parliez du fait de pouvoir, pour une femme, avoir plusieurs hommes. Il y a eu un grand débat dans la Rome antique, donc longtemps avant le christianisme, encore plus longtemps avant l'islam, vous en êtes bien d'accord, qui portait sur le fait de se demander si une femme pouvait avoir plusieurs hommes. Il y a eu toute une révolution de femmes qui ressemblait un petit peu à ce que raconte Aristophane dans Lysistrata, mais là, ça n'est pas du théâtre, c'est de l'histoire romaine. Il y a eu toute cette discussion, et je crois que c'est Caton l'Ancien qui rapporte ça, mais bon, peu importe. Discussion au Sénat de Rome, parce que ça avait effectivement posé un problème, et les femmes romaines, avait manifesté, aujourd'hui on appellerait ça une manifestation, à tel point que ça a été mis à l'ordre du jour. Donc ce n'est pas une question religieuse, ce n'est pas un débat religieux, c'est un débat de société. C'est un débat de société dans un espace public. Et je voudrais, et dans un espace public, et là en l'occurrence c'était même dans un espace sérieux. Le Sénat à Rome, c'était pas quand même… Mesdames, je regrette, mais… Je dois couper. Pour dire que c'est vraiment fascinant ce que vous dites. On va faciliter la vie à Chinette parce quand même. Je regrette que je dois vous interrompre. C'est vraiment fascinant ce que vous dites. L'heure est venue maintenant de clôturer le débat. Je vous remercie infiniment de votre participation à cette conversation. J'encourage nos spectateurs de se plonger dans la lecture de vos ouvrages. On va passer maintenant le discours de notre ministre des Affaires étrangères. Et après, on va voir si on a le temps d'accepter quelques questions. Mais on va finir en quelques minutes et je vous remercie maintenant pour vos contributions vraiment fascinantes. J'espère qu'on aura la possibilité de faire un autre discours de ce genre en vrai bientôt. Merci. Donc, quelques questions du public, dont la première s'adresse à Sinéad. Donc, quel est le rôle des femmes dans la littérature irlandaise et son évolution dans les dernières années? Il semblerait que que les écrivaines irlandaises prennent de plus en plus de place. Très vite, parce que le temps passe. Les choses vont beaucoup mieux. Il y a
une évolution extraordinaire sur le champ de l'écriture féminine en Irlande. Il y a presque plus d'écrivaines qu'écrivains. Ils s'adressent à tous les sujets dont on a parlé, dont on attendait, par exemple, le sexe considéré par une femme, l'intégrité du corps. Il y a des écrivaines tant que Emily Pine et Sinead Gleason et Darren Griff qui écrivent des récits sur ces sujets. On parle du rôle du patriarcat en ce qui concerne la médecine, la manière dans laquelle les médecins traitent les femmes. Il y a des femmes qui écrivent de tout, du rôle des femmes de la société et du rôle de la femme au foyer. Mais les choses vont très bien et les femmes écrivaines sont très, très appréciées et il y a un grand succès pour eux en ce moment. Et une autre question. Faudrait-il également une révolution féministe dans le monde de l'édition si on veut faire avancer la littérature féministe? Asia? Oui? Vous avez entendu la question? Non, pas du tout. Alors, faudrait-il également une révolution féministe dans le monde de l'édition si on veut faire avancer la littérature féministe? Dans le monde de l'édition? Tout à fait. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est un de nos projets dans le Parlement que d'essayer de savoir qui en publie. Est-ce que le nombre de femmes est égal à celui des hommes ou pas? Qui tient les comités d'ailleurs qui décernent les prix littéraires? Combien de prix on a donné aux femmes? Et quand vous faites les statistiques, vous voyez que la part du lion revient aux hommes. Et donc, effectivement, moi je crois qu'il y a, de toutes les façons, il y a des révolutions à faire partout pour les femmes, que ce soit sur l'édition, dans nos sociétés, partout. Je veux dire, tout est à refaire. C'est dommage parce que, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression d'avoir avancé, puis après on regarde et puis hop, la violence est au sommet, les femmes meurent tous les jours, les femmes n'arrivent pas à publier comme des hommes, la voix pour une actrice est beaucoup plus difficile que pour un homme, et d'autant plus quand on vient d'un autre monde, quand on a une autre couleur, quand voilà, tout ça, ce sont autant de difficultés qu'il faudrait dépasser. Mais en fait, moi, je croyais que la question, c'était sur l'Irlande. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête qu'il fallait dire un mot sur l'Irlande. Oui, c'était dans les questions. C'était dans les questions. Oui. Moi, j'ai envie de connaître l'Irlande, voilà, pour faire vite et court. Mais pour rebondir sur ce que disait Faouzia, je prends l'exemple de Maryse Condé, qui est une écrivaine guadeloupéenne noire, qui a eu le prix Goncourt alternatif donc l'année dernière. Personne n'en a parlé. Personne. Alors, d'accord, c'était le prix alternatif, mais pas parce que c'est parce que à l'intérieur du prix même, ils avaient des problèmes. Il y a eu des problèmes de malversation. Donc, ce prix, les médias français ne se sont absolument pas fait le relais de ce prix comme ça a été le cas pour d'autres. Donc, Faouzia a raison. Il y a un travail à faire pour que, effectivement, la place de la femme écrivaine, qui vient d'ailleurs, et qui a, c'est pas en fonction de la couleur de la peau qu'on détermine si quelqu'un mérite un prix ou pas. Donc voilà, il y a beaucoup de travail comme ça à faire, d'essayer de comprendre comment ça se passe, sans être violent et sans être violente et sans être foncer la tête dans le mur. Et il y a des vraies questions à poser pour obtenir des vraies réponses. Et une autre question d'une étudiante en doctorat à Galway qui souhaiterait savoir ce que vous diriez aux théoriciens qui doutent de votre pouvoir de vous exprimer sans être manipulés par les valeurs occidentales, surtout en choisissant d'écrire en français. Belle question. Manipulés par les valeurs occidentales. Moi, je crois aux valeurs humaines. Il n'y a pas de valeurs occidentales. Et ça, c'est la force du Parlement, des écrivaines francophones. C'est que nous n'avons pas de modèle. Il n'y a pas un modèle occidental
qui va être comme ça déposé comme une grille sur toutes les autres cultures du monde. On est totalement allergique à ça. Enfin, moi, je suis totalement allergique à ça. Et je crois que chacun envisage et fait son chemin, creuse sa route avec un objectif qui est celui qui a été effectivement proposé par un pays occidental qui s'appelle la France et qui dit liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que c'est beau cette histoire-là. Maintenant, il faut la réaliser. Même la France ne la réalise pas vraiment. Donc, on a de leçons à recevoir de personnes et on n'est pas du tout, enfin moi, en ce qui me concerne, je ne me sens pas du tout téléguidée par ça. Voilà. Il faut faire attention parce que justement, à ce piège, chaque fois qu'on parle de liberté des femmes, chaque fois on parle de la liberté d'expression, chaque fois qu'on parle de la liberté de l'individu, on nous sort, ce sont des valeurs occidentales. Donc tout ce qu'on n'aime pas, on dit que c'est occidental. Et nous, notre rôle est de rappeler que ce sont des valeurs universelles, que la laïcité est une valeur universelle et pas française. Et donc, nous, on le vit tous les jours, ce piège-là. Vous êtes du parti de la France, vous êtes des Occidentaux, vos valeurs. Non, ce sont des valeurs en partage dans l'humanité entière. Et nous les partageons, quel que soit l'endroit où nous sommes. Je dirais même plus qu'il est justement de Carthage, hein, Terence, celui qui a écrit la phrase la plus humaniste qui soit, hein, Homo sum ame nil humanum alienum puto. Alors, il était un esclave originaire de Carthage, donc c'était vraiment pas ce qu'on appelle un occidental, mais pourtant il est dans la culture occidentale puisqu'il écrit en latin, puisque jeune esclave très instruit, on lui a donné l'instruction et il a écrit des pièces. Et donc, dans cette pièce qui s'appelle Léoton Timorouménos, peu importe, il écrit cette phrase « Je suis homme, rien d'humain ne m'est étranger ». C'est repris après par Sartre, l'existentialisme, etc. Moi, c'est en ça que je crois. C'est le néo-humanisme, c'est du néo-humanisme. Rien d'humain ne m'est étranger. Alors que ce soit occidental ou oriental, ou pas ce que vous voulez, mais ce qui me compte, moi, c'est cette humanité. Et pour l'instant, nous en parlons au féminin, nous en parlons au féminin pluriel, c'est ce que nous faisons dans notre Parlement des écrivaines francophones, mais ça ne veut pas dire que nous excluons la deuxième moitié de l'humanité. C'est simplement que nous ne voulons pas être complètement minorés. Voilà, ce n'est pas une volonté de domination, c'est même le contraire. C'est une réappropriation de ce qui nous est dû. L'équilibre du monde. Voilà. Et écrire, c'est un acte solitaire. Moi, je ne suis pas tellement fan de la masturbation. Je ne veux pas, comme disait Montaigne, me répandre à terre. Je préfère aller vers les sommets. Alors, c'est vrai que ça peut être une souffrance, hein. Écrire, c'est un acte solitaire, mais moi, je le veux solidaire. Et à ce moment-là, je partage la souffrance des autres. Je suis dans une empathie et ça m'apporte finalement du plaisir, comme un petit peu dans tout plaisir qui peut être partagé et accru parce qu'il est partagé, en fin de compte. En fait, je voulais ajouter ceci, c'est que bon, quand des conservateurs, effectivement, veulent vous attaquer, ils vont vous dire, ah oui, les valeurs, bon, la question là, c'est les valeurs occidentales, mais moi, ce que je peux entendre, c'est que vous imitez plutôt les sociétés occidentales. Parce que déjà, le mot valeur, c'est qu'il y a un problème. Les valeurs sont universelles. Vous l'avez dit, Marie-Jo. Déjà, dire les valeurs, on est déjà en contre-faux par rapport à ce qu'on veut exprimer. Mais à chaque fois que, bon, vous êtes un petit peu avant-gardiste, on va vous dire, oui, vous voulez suivre l'exemple de l'Occident, ce qui est tout à fait naïf parce que l'Occident a eu son parcours. Nous sommes dans un parcours qui peut être exactement le même. Il est tout à fait normal que l'on utilise les mêmes, je dirais, les mêmes outils pour ces… On n'entend plus. Moi, j'entends plus. Moi non plus, j'entends pas. S'émanciper pour la démocratie, et ce sont les mêmes valeurs. Ah, vous m'entendez plus? Oui. Ça y est, en tout cas, voilà. Tant qu'on a les mêmes, en tout cas, la pandémie aujourd'hui a démontré que nous avons intérêt à avoir les mêmes valeurs universelles, même s'il y avait certaines valeurs que nous ne partagions pas. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que l'on doit tirer, une leçon, c'est ça, c'est que nos valeurs doivent être universelles. Voilà, c'est ce que disait Terence, qui est qui est du pays de Faouzia. Oui, tout à fait. Voilà. Terentius. Merci pour vos réponses. Nous allons maintenant clôturer cet événement. Merci à toutes pour cette
Très intéressante discussion et merci à tous les participants. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Et Au merci. revoir. Merci à vous. Au revoir. En Thibaut. Des Thibaut. 3 Thibaut. Ça veut dire un baiser, 2 baisers, 3 baisers. Et on Oui, peut ça, ajouter alors. Doudou. Boussa. Ça, c'est les- Suzanne, je dirais Boussa. Boussa Wahda, Boussa Jouj, Boussa Tlata. Ah, ça Boussa. veut dire des bisous? Boussa. D'accord. Boussa. Boussa. Ok. C'était Boussa. vraiment fascinant. Merci. Merci à vous. Merci, Fazia. Oh, c'est triste, on se quitte. Au revoir les filles, c'était bien. Bon, les filles, je vous Au appelle. Au Hein. revoir. Voilà. Faouzia, rentre vite qu'on se voit. Oui, 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 je vous appelle. Venez nous Ok. voir au Maroc. Venez nous Ah, voir au avec Maroc. plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup. Avec plaisir, Merci beaucoup, Soumaya. vraiment. Au Très revoir. volontiers. Venez en Irlande. Merci. Ah, moi, oui. Moi, je vis en Irlande. J'adore ce pays. Ah Ah oui, oui. venez, alors on vous invite. On vous invitera. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Alors. Bon, alors où est-ce que j'ai tout ça? Où est-ce qu'on quitte? Mais machin. Je sais plus. Et Christine. Aide. Voilà. Attends, c'est là. Quitter. Allez, ciao. Quitter la réunion. Voilà. Hop. Ah bah encore. Maintenant que c'est en 2 temps. Quitter la réunion.